Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlement Hebdo en compagnie d'Emmanuel Kessler. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Au menu de l'actualité politique et parlementaire de la semaine, le mea culpa de la France à propos de la Tunisie. Nous avons sous-estimé les aspirations du peuple tunisien à la liberté, reconnaît Nicolas Sarkozy. Le président qui justifie cependant la discrétion française par le devoir de réserve d'un pays vis-à-vis de ses ex-colonies. Le chef de l'État qui est revenu cette semaine sur un thème qui lui est cher, la lutte contre la récidive criminelle après la disparition de Laetitia à Pornic. Il exige des initiatives rapides, mais il aurait renoncé dans la semaine à en passer par une nouvelle loi qui aurait été la 6e en 7 ans. Enfin, moraliser la vie publique, c'est l'objectif d'un rapport rendu cette semaine par la Commission sur les conflits d'intérêts. Les ministres, cabinets et hauts fonctionnaires de l'État devraient par exemple faire des déclarations d'intérêt chaque année. Question, que va faire maintenant l'Élysée de ce rapport? Et notre invitée cette semaine pour commenter toute cette actualité, c'est Elisabeth Guigou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de la chaîne parlementaire, Public Sénat, LCP Assemblée nationale. Vous êtes, je le rappelle, députée socialiste de Seine-Saint-Denis, vice-présidente de l'Assemblée nationale, ancienne ministre. Vous avez occupé plusieurs portefeuilles, affaires européennes, justice, emploi. Vous publiez ces jours-ci Pour une Europe juste au Cherche Midi, un livre d'entretien avec Véronique Auger. On aura l'occasion de revenir sur certains aspects. Alors vous faites partie de la génération Mitterrand, celle qui est arrivée au pouvoir il y a exactement 30 ans et qui rêve désormais de reconquérir l'Élysée, enfin, en 2012. Première question, peut-être certains au PS, comme François Hollande ou Jean-Christophe Cambadélis, disent cette semaine que le PS est un peu parti dans une machine à perdre. Vous partagez cet avis, notamment sur les primaires? Non. Voilà. Je ne comprends pas qu'on passe son temps à s'auto-flageller comme ça. Alors que le rôle de responsable politique du PS devrait être plutôt de mettre en valeur le travail important qui s'y fait, même s'il n'est pas encore très visible et s'il n'est pas encore abouti. Voilà. Le PS, sous la direction de Martine Aubry, s'est remis au travail. Nous avons tenu plusieurs conventions, dont une convention internationale dans lesquelles Jean-Christophe Cambadélis a joué un rôle important, qui a produit, je crois, des propositions intéressantes et fortes, sur l'Europe, sur l'Afrique, par exemple. Vous pouvez lire, au vu des événements aujourd'hui, à quel point nous avons besoin, évidemment, nous, Européens, de nous tourner davantage vers notre Sud. Mais quand et de trouver des formes de solidarité. Donc je trouve que nous avons mis en place un comité du projet. Le calendrier pour le projet est défini. Nous allons avoir une convention du projet présidée par la première secrétaire fin mai. Ensuite, le calendrier des primaires est fait. Voilà. Alors après, il y a des péripéties, il y a des clapotis, il y a des déclarations. On entend Royal, le brouhaha bavard, comme dit Cambadélis, dont vous parliez tout à l'heure. Ou Ségolène Royal qui dit pour l'instant le PS n'a ni candidat ni projet pour 2012. Mais ça va venir. Voilà. On a un calendrier, il faut le respecter. Vous savez, François Mitterrand m'a appris et nous a appris quelque chose. Il faut maîtriser son temps. Alors, le temps politique n'est pas le temps médiatique. Ça, c'est vrai. Moi, je comprends que vous ayez vos contraintes, mais nous avons les nôtres. Et il n'y a aucune raison de bousculer un calendrier qui a été adopté d'ailleurs à l'unanimité par l'ensemble des dirigeants du parti. Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas contente non plus de certaines déclarations. Voilà, je trouve qu'on ferait mieux de dire les dirigeants, tous les dirigeants et dirigeantes du PS devraient se fixer une seule règle, dire aux Françaises et aux Français ce que nous allons proposer pour résoudre leurs problèmes. Et il est temps de le faire, vous êtes d'accord, on passe, on va y revenir d'ailleurs sur certains dossiers de la semaine. On passe à la journée de lundi, Tunisie, le malaise français. Conférence de presse de Nicolas Sarkozy lundi sur les dossiers internationaux. Pour la première fois, le chef de l'État s'explique sur l'attitude de la France face à la révolution tunisienne et il fait un début de mea culpa. Milan Poyet. Devant le siège du gouvernement tunisien ce matin, la caravane de la liberté arrive à son terme. 4 jours de marche depuis plusieurs villes de province pour rejoindre la capitale et exiger la démission du gouvernement jugé trop proche de l'ancien président Ben Ali. Dans le même temps, dans les écoles et les lycées, les enseignants ont entamé une grève illimitée. Les Tunisiens ne semblent pas en avoir fini avec leur révolution. Révolution marquée en France dans un premier temps par le silence du gouvernement, puis par certaines maladresses. Ce matin, en conférence de presse, début de mea culpa du président de la République. Il y avait une désespérance, une souffrance, un sentiment d'étouffer dont il nous faut le reconnaître, nous n'avions pas pris
la juste mesure. Sans doute nous avons sous-estimé, nous la France, cette aspiration de nos amis tunisiens à la liberté. Mais dans le même temps, Nicolas Sarkozy se défend. Il invoque un certain devoir de réserve face à ce qu'il appelle de vieux réflexes coloniaux. Donc je revendique une certaine réserve lorsqu'il s'agit de commenter les événements de pays qui ont été la France et qui ne le sont plus. Plus tard, Nicolas Sarkozy défend aussi sa ministre des Affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie, invoquant une éventuelle maladresse dans la forme, pas dans le fond, et d'ajouter que la France a accueilli durant plusieurs années des opposants au régime tunisien. Coïncidence avec l'actualité, le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête préliminaire sur les biens en France de l'ex-président tunisien. Est-ce que vous partagez, Elisabeth Guigou, cette idée du devoir de réserve de la France vis-à-vis de pays qu'elle a colonisés dans l'histoire ? Oui, certainement pas à la France de dire à ses peuples ce qu'ils doivent faire. Mais c'est certainement la responsabilité de la France d'accompagner par les encouragements, à la fois dans une parole politique et puis par aussi des gestes concrets, d'accompagner les mouvements de démocratisation. Et je pense que le gouvernement, pas la France, le gouvernement s'est lourdement trompé. Il a gravement failli parce que les déclarations de Mme Alliot-Marie, elles ont fait beaucoup de mal, beaucoup de mal. Moi, j'ai eu énormément de réactions de mes amis de l'autre côté de la Méditerranée, pas seulement en Tunisie, mais en Algérie, au Maroc. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que la France peut s'exprimer comme ça? Et Mme Alliot-Marie, elle n'a certainement pas pris cette initiative toute seule. Donc, on comprend la gêne. Vous trouvez que les explications qui ont été données ne sont pas suffisantes? Cette affaire est un peu soldée maintenant. Je crois que en réalité, le Quai d'Orsay n'a pas apprécié correctement la situation. Il suffisait d'ailleurs, on n'a pas besoin de télégrammes diplomatiques confidentiels pour ça, il suffisait de regarder la télévision, de lire les journaux, d'aller sur les sites internet pour voir ce qui se passait. Donc le gouvernement et le président ont voulu être aveugles, a cru jusqu'au bout que... Ils ne sont pas les seuls, tout le monde a été un peu en retard, sans doute même le Parti Socialiste aussi d'ailleurs, pour être honnête. Personne ne pouvait prévoir le moment, évidemment, mais enfin, le mouvement de fond qui se passait, quand on savait aussi que depuis assez longtemps quand même, plusieurs mouvements se conjuguaient, si vous voulez, d'abord l'éducation, qui s'était propagé, pas seulement en Tunisie, mais dans d'autres pays aussi. Le fait qu'il y a énormément de diplômés qui ne trouvent pas de travail, le fait que la crise a pesé sur ces pays, le fait qu'il arrive un moment où, surtout quand on a un certain degré d'éducation, quand on se voit privé des libertés que l'on voit accordées à d'autres, sur tous les écrans de télévision ou sur Internet, la liberté de s'exprimer, la liberté de lire les journaux de son choix, la liberté de... Voilà. Alors ça vaut pour la Tunisie. Est-ce que vous êtes né au Maroc, vous êtes vice-président du groupe France-Maroc. On voit qu'il y a un risque de contagion maintenant dans tout le monde arabe. Est-ce que la France n'est pas trop complaisante vis-à-vis du Maroc? Mais d'abord, je pense qu'il y a des mouvements qui sont comparables, c'est-à-dire une aspiration des classes moyennes en particulier à plus de démocratie. Et en même temps, il y a des différences entre les pays. Vous avez par exemple au Maroc un parlement avec des partis politiques différents. Qui sont reconnus, qui sont des partis démocratiques, vous avez des élections. Vous avez au Maroc une certaine liberté de la presse, qui n'est pas parfaite sans doute, mais voilà, la situation est quand même différente. Vous qualifiez le Maroc de démocratie. Pardon ? Vous qualifiez le Maroc de démocratie. Je pense que, vous savez, je ne sais pas, parce que nous avons nos propres standards et je pense que nous n'avons pas, alors en effet, à les imposer aux autres. Je pense qu'il y a encore des marges de progression, et d'ailleurs les démocrates au Maroc le disent. Mais la situation n'est pas exactement comparable à ce qui était celle de la Tunisie. En revanche, la Tunisie était plus avancée sur l'alphabétisation, par exemple, et sur la scolarisation, notamment dans les milieux ruraux. Donc Ben Ali, Mohamed VI, c'est pas la même chose, ce que vous êtes en train de nous dire. Non, parce que c'est pas tout à fait, non, c'est pas exactement comparable, non, bien sûr. D'abord, d'un côté, vous avez une monarchie qui est ancienne, de l'autre, avec un jeune roi. D'un autre côté, vous avez un dictateur qui est là depuis plus de 20 ans, qui commence à être âgé quand même. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, il faut soutenir, je crois, tous les mouvements des démocrates. Il faut être aux côtés de ces peuples sans leur imposer quoi que ce soit, car ils doivent
on ne peut jamais décréter la démocratie de l'extérieur. C'est à eux-mêmes de trouver leur chemin. Alors, cette conférence de presse de Nicolas Sarkozy ce lundi avait pour premier thème l'économie mondiale. Quelles ambitions pour la France, qui préside le G20 et le G8 jusqu'en 2012 ? Nicolas Sarkozy les a énumérés et parmi ses travaux d'Hercule pour une meilleure gouvernance mondiale, il a reparlé d'une taxe sur les transactions financières. On l'écoute. La France est favorable à une taxe sur les transactions financières. La France considère que cette taxe est morale, compte tenu de la crise financière que nous venons de traverser, que cette taxe est utile pour dissuader la spéculation, je pourrais m'en expliquer si vous aviez des questions, et que cette taxe est efficace pour trouver de nouvelles ressources pour le développement. Alors, une taxe sur les transactions financières pour lutter contre le réchauffement climatique, pour aider au développement, ça pourrait être une proposition du programme socialiste. Ça l'est. C'est une proposition... Donc vous êtes d'accord avec le président ? C'est une proposition du Parti socialiste européen, depuis longtemps. Depuis plusieurs mois, c'est écrit noir sur blanc. La question est de savoir à quel taux on va l'avoir. Nous disons une taxe sur les activités financières de 0,05%. Et ce que nous disons surtout, c'est qu'il faut sortir des proclamations d'intention. On est au 6e G20 depuis que la crise a éclaté à l'été 2008. Alors on ne cesse pas d'avoir des proclamations sur le fait qu'on va lutter contre les paradis fiscaux, rétablir de la régulation financière. Là maintenant, très bien, créer une taxe financière. Il faut le faire. Il faut être unis pour pouvoir le faire. Il faut que les Américains soient d'accord. Il faut créer d'abord les conditions pour qu'en Europe, les propositions de la France, celle-ci, je la soutiens totalement, mais il y en a d'autres, puissent être soutenues. Or, et ça, c'est un travail politique et diplomatique de longue haleine. Et c'est vrai qu'on ne se donne pas les meilleures chances d'avoir le soutien de tous les Européens, des Allemands en premier lieu, mais de tous les autres, quand on tire en permanence la couverture à soi. Pour avoir travaillé beaucoup, des années avec François Mitterrand sur les questions européennes, je sais qu'une entente et une position européenne, lorsqu'elle est proposée par la France, ensuite ça se construit avec les autres. Et je regrette que nous ne soyons pas en position, alors on peut déclamer à la télévision, très bien, est-ce que ça va se faire ? Je le souhaite. J'attends des résultats. Mais pour vous, Nicolas Sarkozy joue trop franco-français dans sa présidence, bien sûr, c'est ce que vous dites. Bien sûr, ça fait 3 ans maintenant que nous attendons des résultats sur les paradis fiscaux, sur une vraie régulation. Oui, mais vous reconnaissez vous-même que ce n'est pas facile dans votre livre. Vous en parlez des paradis mais parce qu'il faut, au plan international, évidemment qu'il y a des résistances. Mais enfin, les États-Unis d'Obama sont allés plus loin que l'Europe sur un certain nombre de sujets. Et je pense que nous avons besoin de resserrer la cohésion européenne. Et certaines attitudes, notamment l'année dernière sur les Roms, ne sont certainement pas allées dans ce sens. On passe à l'actualité de mardi. L'euthanasie, un débat inédit au Sénat. Permettre à une personne majeure, dans des cas extrêmes, d'être médicalement aidée à mourir, c'était le sens d'une proposition de loi qui, une première, a été débattue dans l'hémicycle du Sénat mardi. Mais le texte a finalement été vidé de sa substance après la prise de position hostile de François Fillon. Les explications de Marie Brémaud. Les détracteurs de l'euthanasie semblent avoir eu raison du texte de loi qui fait polémique au Sénat. Alors que des centaines de personnes pro-life manifestaient ce matin devant la Haute Assemblée, au même moment, la Commission des affaires sociales vidait la proposition de loi légalisant l'euthanasie de sa substance. Les articles de la loi ont été supprimés par la même commission qui avait adopté le texte de loi la semaine dernière. Il y a une seule explication possible. Le gouvernement a donné des consignes et a demandé qu'il n'y ait pas de vague. Ces derniers jours, le gouvernement, François Fillon en tête, n'a pas ménagé ses efforts pour battre le rappel contre le texte. La sénatrice à l'initiative de cet amendement de suppression avance une procédure parlementaire habituelle et réfute avoir coupé court à la discussion. On n'a pas clos un débat, puisque le règlement du Sénat permet au contraire que le débat ait lieu en séance plénière. Dans la nuit, une majorité de sénateurs a clos le débat. 170 d'entre eux ont voté contre la légalisation de l'euthanasie. Le Sénat a-t-il bien fait, selon vous, Elisabeth Guigou, de rejeter ce texte ? Moi, je pense qu'on ne peut pas légiférer
sur une question aussi difficile, douloureuse, sur lesquelles chacun, alors, quelle que soit son appartenance politique, a sa sensibilité. Je crois qu'on ne peut pas légiférer dans la précipitation. Je pense qu'il y a une loi Leonetti qui a été adoptée à une très très large majorité, enfin tout groupe tendance confondue. En 2005, tout groupe politique confondu, et qui, je crois, établit un cadre qui permet à la fois de ne pas avoir d'acharnement thérapeutique lorsque les personnes sont en fin de vie, et d'autre part de soulager les souffrances par un consensus des soignants avec les familles. Cette loi, malheureusement, et qui prévoit le développement des soins palliatifs pour les personnes en fin de vie, cette loi, malheureusement, on sait qu'elle est très mal appliquée. Il y a simplement, on nous dit qu'à peine 20% des personnes en fin de vie peuvent bénéficier en milieu hospitalier de soins palliatifs. C'est pas normal. Donc moi, ce que je souhaite, parce que c'est vrai qu'il y a quelques cas très spectaculaires d'ailleurs, très marginaux, mais évidemment... L'affaire Vincent Imbert, enfin, qui avait été très médiatisée, mais qui sont des cas extrêmes. Des cas extrêmes qui ne rentrent pas dans le cadre de la loi Leonetti. Je pense qu'il faut en débattre calmement. Ce que je souhaite, c'est que, surtout sur un sujet comme ça, on ne se précipite pas pour légiférer à nouveau, qu'on évalue l'étendue des soins palliatifs. Je crois que la priorité des priorités, c'est évidemment de les généraliser pour les personnes en fin de vie, qu'on évalue les effets de la loi Leonetti, son application, et puis qu'ensuite, en effet, on se pose la question de savoir s'il faut d'autres mesures. Donc cette initiative aura au moins le mérite de reposer les problèmes de l'application de la loi. Bien sûr, sur ces débats de société, il faut constamment alimenter la réflexion, c'est vrai. Allez, en ce mardi se repose aussi la question de la récidive pour les crimes sexuels. Laetitia a disparu dans la région de Pornic et le suspect est un homme déjà condamné 13 fois, dont une fois pour viol. En visite dans la région, Nicolas Sarkozy exige de son gouvernement et des parlementaires UMP des initiatives rapides. On l'écoute. Je souhaite que la justice travaille très vite, très efficacement, afin que toute la vérité soit connue. Je recevrai la famille dès mon retour, mais je veux vous dire que la récidive criminelle n'est pas une fatalité et je ne me contenterai pas d'une enquête sans suite. Je le dis très sereinement, mais il n'y aura pas une enquête de plus. On dira aux Français que tout a été parfait, sauf une petite jeune fille qui ne demandait qu'à vivre et qui a disparu. C'est pas possible. Il faut attendre de voir, mais si c'est l'indicible, il faudra des décisions et pas des commissions de réflexion. Donc des décisions, pas des commissions de réflexion. Vous qui avez été ministre de la Justice, qu'est-ce que vous inspire ce plus jamais ça de Nicolas Sarkozy? Non, mais chacun d'entre nous éprouve une émotion profonde devant un tel crime. On n'a toujours pas retrouvé cette jeune fille. Bon. Donc c'est vrai que c'est insupportable. Voilà. Alors maintenant, il s'agit de savoir, au-delà, là encore, de grandes déclarations, qu'est-ce qu'on peut faire d'efficace. Nous savons très bien que pour ces criminels dangereux, qui sortent de prison, c'était le cas au terme de leur peine, oui. Ayant effectué leur peine. Sans remise de peine. Et il faut un suivi étroit. Bon. Or, vous avez des conseillers d'insertion et de probation, qui sont des travailleurs sociaux du ministère de la Justice. Ils ont en moyenne 130 dossiers chacun de criminels, présumés criminels, là, sur ce... Et dans la région, il disait 800 détenus ou ex-détenus non suivis par manque de moyens. Non suivis, 827, j'ai même lu dans certains... Non suivis par des conseillers d'insertion et de probation. Donc, si vous voulez, voilà où est le problème. Le problème, il est qu'on devrait, dès le début de la peine, dans la prison, suivre, non seulement, certainement, surtout les délinquants sexuels. Moi, j'ai fait voter une loi en 98 qui demandait ça, qui l'instaurait. Dès le début de la peine, et évidemment tout au long de la peine, et ensuite à la sortie, un suivi qui soit à la fois social, judiciaire, médical,
hein, de sorte que la personne, comme c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup de démocraties du nord de l'Europe d'ailleurs, ou au Canada, soit enserrée dans une espèce de filet de surveillance hors les murs. Qui soit véritablement, qui encadre et qui soit aux aguets, si vous voulez, de tout risque de récidive. Voilà. Ouais. Malheureusement, on manque dramatiquement de moyens. Oui. Alors plutôt que de prévoir de mettre des assesseurs ou juges dans les tribunaux correctionnels, hein, parce que là aussi il faut les payer. Populaires. Dans les jurés populaires, c'est une initiative sympathique par ailleurs. Je pense qu'on ferait mieux de se préoccuper des vraies urgences. En voici une particulière. Et puis l'Assemblée nationale a également voté la réforme de la garde à vue à une large majorité. Le texte prévoit la présence de l'avocat tout au long de cette étape de l'enquête pour se conformer aux obligations européennes. Le PS s'est abstenu sur ce texte. En 2000, vous aviez fait voter une première étape, avec en principe la possibilité pour quelqu'un de s'entretenir avec un avocat dès la première heure de garde à vue. Alors, pourquoi ne pas avoir voté pour ce qui constitue, aux yeux de tout le monde, un progrès du droit et qui va dans le sens de ce que réclame l'Europe, qui est un de vos soucis, j'allais dire, un de vos vadas. Non, mais le gouvernement a fait voter cette loi contraint et forcé par les décisions... Oui, mais c'est bien. Attendez, par les décisions européennes, par le Conseil constitutionnel et par la Cour de cassation. Donc il a fini par se résigner à faire voter une loi qui rétablit, pour les personnes gardées à vue, il y en a quand même 800 000, dont 200 000 pour des infractions routières. Le droit de se taire, que j'avais instauré dans la loi en 2000, la loi sur la présomption d'innocence et les droits des victimes, le droit de se taire, après que ce droit de se taire ait été supprimé par les lois Perben en 2003-2004, qui en effet rétablit ce qui s'était perdu de vue, la présence de l'avocat, et qui va d'ailleurs plus loin, ce que je salue, puisque l'avocat est présent pendant les interrogatoires. Voilà, tout le temps. Façon d'ailleurs. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas voté ce texte qui représente un progrès par rapport à la situation actuelle? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la présence de l'avocat n'est pas absolument automatique. Hein, que le procureur peut décider que ça... On comprend qu'il y a des cas où il faut faire attention, par exemple les réseaux de trafic de drogue, qui peuvent s'organiser et profiter de l'avocat. Non, à partir du moment où l'avocat n'a pas accès au dossier pendant la garde à vue, ceci ne peut pas se produire. Nous parlons de la présence de l'avocat pendant les interrogatoires, c'est tout. D'ailleurs, c'est l'intérêt, à mon avis, des policiers, parce qu'il y a toujours un soupçon qui pèse, compte tenu des conditions matérielles déplorables dans lesquelles, et les policiers en souffrent aussi, évidemment, s'effectuent les gardes à vue. Je pense que la présence de l'avocat, d'un avocat qui est là pour assister à côté de son client, peut être de nature à dissiper les soupçons de maltraitance. Mais si je n'ai pas voté ce texte aussi, c'est surtout parce que le contrôle de la garde à vue, et notamment sa prolongation, devrait être réalisé par le juge de la liberté de la détention, qui est une disposition qui avait été votée d'ailleurs par la commission des lois de l'Assemblée nationale et que le gouvernement a fait retirer. Donc, nous nous sommes abstenus pourquoi? Pour dire, nous ne votons pas contre, parce que c'est vrai qu'il y a un progrès par rapport à la situation actuelle, mais nous estimons qu'il aurait fallu aller plus loin, avoir une loi qui soit véritablement, alors elle, tout à fait conforme aux standards européens, car le paradoxe, c'est que l'Europe nous demande, avec insistance, de réformer le statut du parquet pour rendre les procureurs enfin indépendants dans leur carrière du pouvoir politique. Or, ceci, et nous l'avons souligné dans le débat, n'est toujours pas fait. Et évidemment, tant que ce sera le cas... Les droits de l'homme risquent de protester. Bien sûr. Et ça, tant que ce sera le cas, nous ne serons pas en conformité avec les standards européens. Allez, on passe au mercredi, quand un rapport s'attaque au conflit d'intérêts dans la vie publique. La commission sur les conflits d'intérêts rend ce mercredi son rapport au président de la République avec des préconisations très sérieuses pour imposer des règles de transparence aux ministres, à leur entourage et à la haute fonction publique. Déclaration d'intérêt obligatoire, interdiction de cumul qui s'inscrirait dans une loi. Un rapport très exigeant qui suscite des réactions contrastées. Johan Rolla. Au cœur du rapport présenté ce matin, un préalable, définir dans la loi la notion de conflit d'intérêts. Au terme de 4 mois de travail et de 70 auditions, ces 3 auteurs formulent une série de propositions ambitieuses, à commencer par la suivante. L'obligation pour tous les membres du gouvernement ainsi que pour tous les hauts responsables publics de déclarer leurs intérêts financiers, leurs anciennes responsabilités et celles de leurs proches. Une idée déjà détaillée par Martin Hirsch dans son livre Choc,
pour en finir avec les conflits d'intérêts et soutenu par de nombreux parlementaires de l'opposition. Je crois qu'on a besoin en France de ne pas être dans l'implicite, mais avoir des règles à laquelle on peut se fier et qui soient finalement au cœur de la recherche de la confiance. Il y a aujourd'hui une perte de confiance, on l'a vu beaucoup dans le secteur de la santé. La gauche craint en effet une simple réponse cosmétique à l'affaire Woerth-Bettencourt, élément déclencheur du rapport. Dans la majorité, d'autres s'interrogent sur la mise en place d'une haute autorité de contrôle. Pas question de se lancer dans une chasse aux sorcières. Si vous mettez des règles excessives, vous allez finir par mener l'action publique avec des gens totalement asexués, incompétents, ne connaissant rien à rien et n'ayant de contact avec personne. La France sera pas beaucoup plus avancée. Outre le rapport Sauvé, un groupe de travail spécifique a été créé en octobre dernier à l'Assemblée pour définir des règles de bonne conduite pour l'ensemble des députés. Il devrait rendre ses conclusions dès le mois prochain. Alors, Elisabeth Guigou, vous avez été entendue par cette commission en tant que représentante du PS. Ce sont évidemment pour l'instant simplement des préconisations. On va voir ce que l'Élysée va en faire. Ce serait quand même une révolution des mentalités ? Moi, je trouve que c'est un excellent rapport. J'y retrouve d'ailleurs pratiquement toutes les propositions que j'avais eu l'occasion de faire au nom du Parti socialiste. Donc je crois que c'est un très très bon rapport. Alors, ce rapport ne parle pas des parlementaires qui ont leur propre groupe de travail. Est-ce qu'on pourrait s'inspirer de ce rapport pour ce que j'espère, c'est deux choses. D'abord que s'agissant des non-parlementaires, c'est-à-dire des ministres et des hauts fonctionnaires, des membres de cabinet, il y ait effectivement une loi qui traduise en actes législatifs ces préconisations. Pour l'instant, c'est que des propositions. Ça dépend du gouvernement, du président de la République, de proposer ça. En particulier, l'interdiction pour les ministres d'exercer un mandat exécutif local. Je trouve que ça, on doit absolument tenir bon sur cette préconisation. Vous avez évoqué vous-même les déclarations d'intérêt. Bon. Et puis, il y a une deuxième chose à faire, puisque la mission Sauvé n'était pas compétente pour les parlementaires, c'est que le Parlement, Assemblée nationale et Sénat, définissent pour les parlementaires des règles qui soient aussi exigeantes que celles du rapport Sauvé. Déclaration d'intérêt public aussi ? Bien sûr. Serait rendu public. Bien sûr. Je crois que. Et parlementaires et avocats d'affaires, alors, c'est compatible ou pas pour vous ? Je crois que. Je ne crois pas, très franchement. Je crois que. M. Copé cesse toute activité avec le cabinet Gide. Alors, c'est pas tous les avocats, parce que c'est vrai, on peut dire là que quand on défend la veuve et l'orphelin, quand on défend des divorces ou quand on défend des jeunes, Pierre Joxe fait beaucoup ça, par exemple, devant la justice, ça c'est autre chose. Mais franchement, l'activité d'avocat d'affaires, je ne pense pas que ce soit... Ça ne peut pas être résolu simplement par des déclarations d'intérêt, parce que ça se renouvelle en permanence. Donc ce qui est vrai à un moment peut être tout à fait dépassé le lendemain. Donc je crois que la sagesse serait de décider qu'on doit s'abstenir pendant la durée du mandat. Alors, après, est-ce que ça doit... Parce que vous avez les médecins, vous avez les avocats. Par exemple, pour les médecins, il est clair qu'être attaché à un laboratoire pharmaceutique, quand on est député, non. En revanche, on ne va pas, me semble-t-il, interdire à des grands médecins d'exercer, ou même des médecins de campagne, si vous voulez. On en a beaucoup. Donc, je crois qu'il faut apprécier les différentes situations. Il n'y a pas des professions en tant que telles. Mais il faut le faire, parce qu'il ne faut pas que le Parlement apparaisse comme étant un îlot qui serait... préservé de toutes ces contraintes. Alors, dans l'affaire du Mediator, la mission d'information commençait ses auditions à l'Assemblée ce mercredi sous la présidence du député Gérard Bapt. Première entendue, la pneumologue du CHU de Brest, Irène Frachon, la première à avoir alerté sur les dangers du Mediator. Témoignage édifiant où la pneumologue raconte en longueur les pressions dont elle a fait l'objet et l'attitude de l'AFSAPS, l'agence du médicament. Extrait. Et qu'ils avaient beaucoup plus peur du laboratoire, très clairement, que des conséquences qu'ils n'imaginaient pas certainement, en termes de gravité, de laisser faire. Je sais qu'il y a eu des coups de téléphone au Conseil de l'Ordre pour savoir s'il y avait moyen de m'interdire d'exercice, qu'il y avait donc l'évocation de recours à l'Académie de médecine, aux académiciens, qu'il y avait l'évocation de recours à la justice. Et puis un autre mail que j'ai vu passer également redisait bien les doutes qu'ils avaient sur la valeur scientifique de notre étude.
Alors, je ne sais pas si vous avez pu l'entendre sur la longueur, c'est un incroyable témoignage où l'on mesure le degré d'infiltration des rouages de la pharmacovigilance par le laboratoire Servier et à quel point elle se sentait démunie. Quelle solution pour ces conflits d'intérêts notamment? Ça, c'est une affaire gravissime, hein, évidemment. Le rapport de l'IGAS est très clair, donc je crois qu'il faut en tirer toutes les conséquences, c'est-à-dire qu'il faut une refonte complète du système de pharmacovigilance. Ce que le gouvernement a commencé à faire, oui, Xavier Bertrand oui. s'y est engagé. Là-dessus, Oui. vous trouvez qu'il gère bien ce dossier, Xavier Écoutez, Bertrand? je pense en tout cas qu'il a annoncé des mesures fortes et j'espère qu'elles vont être prises. Voilà. Et c'est vrai que il faut arriver à empêcher, interdire que les personnes qui ont un pouvoir de décision sur l'autorisation de mise sur le marché, déjà, c'est ça qui importe surtout en matière de santé publique, premièrement. Deuxièmement, sur le plan économique, sur l'autorisation de remboursement par la sécurité sociale. C'est deux choses différentes. Je veux dire, l'autorisation de mise sur le marché, on apprécie l'innocuité ou le caractère dangereux d'un médicament. Pour le remboursement ou pas par la sécurité sociale, c'est son caractère efficace ou pas. Hein. Donc je crois que là, il faut absolument que, s'agissant de ces deux décisions fondamentales, les personnes qui sont amenées à les prendre soient complètement indépendantes des laboratoires pharmaceutiques. Par ailleurs, il est indispensable de pouvoir se pencher sur le système des visiteurs médicaux. Vous voyez, des médecins qui sont débordés par leur pratique, souvent qui n'ont pas le temps de se tenir au courant, etc., qui sont quand même constamment démarchés. Il y a des sommes folles qui sont... Il faudrait les supprimer, les visiteurs médicaux? Non, je ne dis pas ça, mais très franchement, regardez quand même quel est, nous l'avions fait, nous, quand nous étions au gouvernement, quels sont les montants des sommes et est-ce qu'on ne peut pas, justement, affecter une partie de ces sommes, si vous voulez, à combler plutôt le déficit de la sécurité sociale. Et quand même sur l'équilibre économique, voilà. Moi, je pense que c'est qu'il y ait des visiteurs qui fassent connaître l'existence de médicaments, mais là, ça atteint des proportions quelquefois terribles. En revanche, on pourrait soutenir des revues indépendantes comme Prescrire, qui, elles, informent davantage, de façon plus indépendante, je crois que c'est reconnu, les médecins sur les avantages ou les inconvénients de tel ou tel médicament. Là, si on les finance, ils perdent leur indépendance. Pardon ? Si on les finance, ils perdent leur indépendance. Non, mais bien sûr. Laisser... Mais faire connaître, c'est une façon de faire connaître, par exemple, davantage aux médecins. Hein ? Allez, on passe à la journée de jeudi, l'Union sacrée sur le Grand Paris. Après 3 années de rivalité, de dialogue de sourds même, l'État et la région Île-de-France se sont mis d'accord sur les transports en commun du futur autour de Paris, modernisation des actuels RER et nouveaux métros automatiques en rocade autour de la capitale. Il y en aura pour 32 milliards d'investissements d'ici 2025. Thomas Soulier. Après plus de 2 ans de négociations, ils ont du mal à cacher leur sourire. L'État et la région Île-de-France ont enfin conclu un accord sur le Grand Paris. 32 milliards d'euros vont être investis dans les transports franciliens d'ici à 2025. Objectif, moderniser le réseau existant et réaliser un métro automatique autour de la capitale. C'est un effort d'investissement historique pour les transports. Il faut du rêve, il faut de l'utopie, moi j'assume cela. Mais on a aussi besoin des petits cailloux blancs qui font que les transports des franciliens vont s'améliorer considérablement. C'est un véritable tournant économique, social et écologique pour l'Île-de-France. Après avoir dénoncé la mainmise de l'État sur la région, Jean-Paul Huchon trouve aujourd'hui le texte mesuré et favorable aux franciliens. Mais cet accord a du mal à passer au sein même de sa majorité. Pour les Verts, Jean-Paul Huchon a vendu son âme au diable. On était favorable à un rapprochement des tracés, favorable à l'intérêt général sur les transports en commun en Île-de-France qui transcende les clivages politiques, mais pas favorable à une opération de communication du gouvernement auquel le président de la région s'est prêté. Et donc, quand on voit les problèmes qui se posent aujourd'hui dans les transports en commun, il est absolument scandaleux de faire espérer des solutions qui n'arriveront pas. Voilà. Mais l'accord n'est pas définitif. Le débat public continue jusqu'à la fin du mois et les travaux ne devraient pas débuter avant 2013.
Alors Valérie Pécresse pour l'UMP estime que finalement le tracé reprend le projet du gouvernement à 90%. C'est Jean-Paul Huchon qui a cédé. Il a bien fait pour vous? Moi, ce que je vois dans cet accord, c'est que les habitants de la Seine-Saint-Denis, qui est mon département d'élection, seront bien servis. Eh bien, écoutez, oui, enfin, parce qu'ils avaient été complètement oubliés par le projet de Christian Blanc. Il y avait une espèce, le Grand 8, là, enjambait le département de Seine-Saint-Denis. Il commençait à s'y intéresser à Roissy, qui est quand même à l'extrémité. Voilà. C'était un projet qui était fait pour les hommes d'affaires qui voulaient aller vite de la Défense à Roissy, mais qui en aucun cas s'intéressait aux populations qui habitaient là. Nous étions une zone grise. Voilà. Et ça, c'est résolu maintenant. Et ça maintenant, et c'est évidemment le projet de la région et des départements, et de tous les élus d'ailleurs, de ce département, c'était de dire, mais attendez, il faut aussi qu'il y ait, avec les masses financières énormes qui vont être consacrées, qu'il y ait ce projet Arc Express, qui est un projet de métro, qui relie entre elles, en boucle, si vous voulez, autour de Paris, les villes de Seine-Saint-Denis, et qui aurait l'immense mérite en plus de désengorger le métro, parce que, bon, donc... Si vous voulez, je crois que c'est une bonne chose qu'il y ait un accord maintenant sur la cohérence entre les deux projets. Maintenant, il y a une incertitude quand même majeure, c'est 32 milliards d'euros. Ouais. Alors qu'il faut d'ailleurs de l'argent déjà tout de suite, parce que vous le voyez bien en Seine-Saint-Denis, le RER, la SNCF, ça marche quand même assez mal. Donc ça marche ça mal, les métros et le RER sont bondés, les rames tombent en panne, donc il y a des urgences. Hein, et en tout cas, il subsiste encore un point d'interrogation sur les financements, ça c'est clair. Allez, on passe à la journée de vendredi. Le mariage homo, toujours interdit en France. La décision était très attendue pour le Conseil constitutionnel. L'interdiction du mariage homosexuel est bien conforme à la Constitution. Les sages avaient été saisis d'une question prioritaire de constitutionnalité par un couple de femmes pacsées qui souhaitaient une plus grande sécurité juridique pour leurs enfants. Votre réaction, Elisabeth Guigou ? Moi, je respecte la décision du Conseil constitutionnel. La question, ce que dit le Conseil constitutionnel, c'est qu'il appartient au législateur, le cas échéant, de faire évoluer la législation, c'est-à-dire de changer le Code civil. Je crois que ce qu'il faut, car ça c'est urgent, c'est régler en effet la situation juridique et la question de l'autorité parentale de ces parents qui sont en couple homosexuel et qui élèvent des enfants. Et ça, c'est pas possible de rester. Alors, vous avez plusieurs situations. Vous avez des enfants que les membres de ce couple ont eu avant d'être un couple homosexuel, c'est-à-dire qu'ils ont eu en étant dans un couple hétérosexuel. Les cas sont très nombreux. Vous avez ensuite des enfants qui ont pu être adoptés, parce que chez nous, c'est pas autorisé à l'étranger. Bon. Donc, je crois qu'il est indispensable que les enfants aient cette sécurité juridique, cette stabilité, que les parents qui élèvent les enfants puissent se voir reconnus dans leur autorité parentale. Et selon vous, ça passe par une autorisation de mariage ou par une amélioration du PACS ? Je pense que d'abord, il faut améliorer la législation existante. Ensuite, se pose la question, en effet, d'autoriser ou pas le mariage des couples homosexuels. Moi, je n'y suis pas défavorable. Je pense que ça pose ensuite, par ricochet, une foule de questions qu'il faut régler aussi. Hein. Est-ce que, dans la foulée, parce que j'estime que des personnes adultes, lorsqu'elles ont la liberté, enfin, c'est leur liberté que de vouloir... voilà, il faut que cette liberté entre personnes adultes soit reconnue. Mais dès lors qu'on autoriserait le mariage, se pose la question de savoir si ces couples homosexuels peuvent adopter des enfants, avoir accès à la procréation médicalement assistée. Et là... les choses se compliquent un peu parce que comment est-ce qu'on écrit dans le Code civil, voilà. Je ne dis pas que pour l'adoption il n'y ait pas de solution là non plus. Ce qui me paraît indispensable en tout cas, c'est que dans le Code civil on écrive bien et dans les papiers d'état civil qu'un enfant est né d'un homme et d'une femme, même si un enfant a dans la vie sociale et dans sa filiation sociale de papa et de maman. Au départ,
il y a forcément un homme et une femme, parce que ça, c'est la loi de l'espèce humaine, mais on de vous sent un l'humanité. tout petit peu donc réticente. Est-ce que, oui ou non, vous pensez que le Parti socialiste doit faire cette proposition pour l'élection présidentielle de 2012, de proposer donc une loi qui autoriserait le mariage de personnes du même sexe? Je pense Est-ce que vous pouvez le dire clairement? Nous avons pris position pour la légalisation du mariage des couples homosexuels. Nous avons pris position à la faveur des lois bioéthiques. Donc voilà, je pense que... C'est une bonne question pour la présidentielle et un bon... Écoutez, on verra quelles sont les priorités. Moi, je comprends que ça intéresse beaucoup de monde. Ce sont des questions de société. Vous avez bien vu à travers quand vous avez fait le PAX que c'était quelque chose de très sensible dans l'opinion. Et là, vous êtes un peu en arrière sur cette affaire-là. Non, je ne suis pas en arrière. Je dis que ça pose des questions qui sont compliquées et qu'il faut résoudre. Et que je pense que ça doit se résoudre dans la sérénité. Et que ces questions, elles ne doivent pas être l'otage d'un débat politicien. Voilà. Alors, est-ce que l'élection présidentielle est le meilleur moment? Je ne sais pas. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on apporte des réponses sereines aux questions que ça pose. Et en particulier au regard des enfants, parce que je pense que la liberté des adultes, moi, ça ne me pose aucun problème, au contraire. Mais dès lors que des enfants sont en jeu, là, il y a quand même certaines questions qu'on ne peut pas esquiver et qu'il faut traiter sérieusement. Et pour finir cette émission, juste un petit duo, Fillon-Mélenchon, côte à côte pour recevoir le prix du trombinoscope. François Fillon couronné, homme politique de l'année, Jean-Luc Mélenchon, révélation politique, Julia Lecorrec. Ils sont à la politique ce que les Oscars sont au cinéma. Les prix du trombinoscope, la consécration pour les meilleurs interprètes de l'année. And the meilleur premier rôliste, François Fillon triomphe du fair play et de l'élégance. Puisque vous avez choisi un Premier ministre qui ne présente ni les atouts d'un jeune premier, vous l'avez même qualifié, vous avez dit que je n'étais pas un enfant de cœur, ni les attraits d'un personnage décoiffant. Voilà presque 4 ans que j'ai l'honneur de servir mon pays à Matignon. Et comme à Hollywood, le microcosme politique a lui aussi ses enfants terribles. Catégorie meilleur espoir, à 59 ans tout de même, Jean-Luc Mélenchon plus en forme que jamais. Mesdames et messieurs les hypermétropes, vous ne m'avez donc pas vu arriver? Vous imaginez le sentiment qui m'étreint, et par qui révélé? Par ceux-là même que j'avais envoyés au diable. Bref, une affiche de rêve pour la photo de famille. Pour les sourires, en revanche, prière d'attendre l'année prochaine. Alors Jean-Luc Mélenchon, révélation politique, mais aussi épine dans le pied des socialistes. Non, mais c'est un excellent orateur. Personne ne va dire le contraire. Voilà. Maintenant, je trouve qu'il a... Il a des prises d'opposition. Bon, il a sa logique politique. Moi, je crois profondément que Jean-Luc Mélenchon veut prendre le contrôle du Parti communiste. Voilà. Donc, il est dans une logique qui l'amène, évidemment, à essayer de se démarquer le plus possible. Il n'a pas de quoi vous inquiéter par son positionnement à gauche, peut-être plus évident que celui du Parti socialiste. Non, mais je crois que la présidentielle et législative, c'est pas une course à qui va. Est-ce que c'est moi qui suis? Non. C'est qui peut apporter des vraies réponses aux problèmes des Françaises et des Français. Bon, je pense que les Françaises et les Français sont assez mûrs, assez adultes, pour voir que c'est pas dans la surenchère politique, pour pas dire plus, que se trouve la réponse à leurs problèmes. Et bien sur cette parole que nous allons nous quitter. Elisabeth Guigou, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Emmanuel, c'est non sans une grande émotion que j'annonce que nous faisions notre dernière émission ensemble. Voilà, vous allez nous quitter. Vous partez vers d'autres cieux sur LCI, la chaîne Toute Info. Voilà, vous êtes resté 8 ans. 8 ans à Public Sénat, et voilà. Travaille aussi pour les chaînes parlementaires. Et au nom de Public Sénat. Et donc, dernière invitée, pour moi, c'était Elisabeth Guigou, ce qui était un plaisir et un grand intérêt aussi. Merci à vous. Voilà, toutes les équipes de Public Sénat et de la chaîne parlementaire. Merci à tous. Je vous offre aussi à toute l'équipe pour ces 8 années de passion politique partagée. Journalistes, équipe technique, tous ceux qui ont fait qu'on fait ces émissions la façon la plus sérieuse et la plus conviviale à la fois. Merci en tout cas à vous d'avoir été le témoin, Elisabeth Guigou. Et on vous souhaite bonne chance, Emmanuel, pour la suite. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Au revoir.